Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Justine Lehu, paysagiste conseiller au CAE La Gironde. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le dernier module du cycle de l'arbre en milieu urbain, les bonnes pratiques. Donc, nous avons commencé au préalable par comprendre le fonctionnement de l'arbre et ses besoins. Ensuite, nous avons vu comment bien aborder un projet de plantation d'arbres et organiser leur gestion. Le module 3, lui, portait sur la reconnaissance et la protection des arbres urbains. Donc, le sujet de ce dernier module, assurer la pérennité des arbres face au changement climatique, met en avant le défi aujourd'hui de pérenniser ces arbres plantés par milliers afin qu'ils atteignent eux aussi la maturité et le statut de vieux arbres. Donc, pour ce module, nous allons commencer par une intervention de Jessica Rodriguez de l'organisme Fredon pour nous alerter sur les différents risques sanitaires des arbres dans le sud-ouest et nous expliquer justement quelle conduite à tenir face à eux. Donc, l'enjeu de cette première partie, c'est vraiment de constater les impacts que subissent les arbres avec le changement climatique, aussi de comprendre les bonnes pratiques de plantation et de gestion qui peuvent limiter ces dégâts. L'objectif, c'est de montrer quel comportement avoir dans la gestion de son patrimoine arboré pour une collectivité, mais aussi pour un particulier. Donc, Jessica Rodriguez, vous êtes inspectrice en santé des végétaux à Fredon en Nouvelle-Aquitaine, mais vous faites partie aussi d'un réseau national. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre rôle et vos missions? Bonjour à tous, merci à Justine Lehu ainsi qu'au CAE et son équipe pour l'invitation à ce webinaire. Et je vais commencer par présenter du coup mon entreprise qui est la Fredon. Donc nous sommes membres du réseau Fredon France et notre société est reconnue comme organisme à vocation sanitaire, OVS. Et nos 3 grands champs d'action d'activité sont la santé du végétal, la santé de l'environnement et la santé des hommes. Donc sur la carte, vous pouvez voir plutôt en orange, ça va être nos différents sites avec les sièges. Et en vert, ce sera les FDG dons à qui l'on délègue quelques-unes de nos missions. Donc nous travaillons sur différents pôles et missions. Il y a le pôle épidémiosurveillance, donc ça va être plutôt tout ce qui est rédaction des BSV, c'est le bulletin de la santé du végétal. Donc ça va être pour toutes les cultures et le GEVI. Donc le GEVI, c'est jardin, espaces végétalisés et infrastructures. Et nous avons aussi des animations de réseau de piégeage dans ce même pôle et un travail sur les ENI qui sont les effets non intentionnels, c'est-à-dire le suivi de la biodiversité sur l'année avec des surveillances sur les vers de terre, les oiseaux, les coléoptères et aussi la flore spontanée. Après, nous avons le pôle expérimentation. Là, on va répondre aux appels d'offres de la DGAL plutôt et puis à d'autres clients comme des firmes privées, du négoce et des instituts techniques. Et ensuite, nous avons 2 autres derniers pôles, le pôle santé et le pôle environnement. Alors, le pôle santé va comprendre les études et prestations, par exemple, sur la qualité de l'eau et de l'air, et aussi les suivis d'espèces exotiques envahissantes comme l'ambroisie, qui est une plante qui fait pas mal de dégâts. Et il y a des formations aussi qui sont faites par rapport à cette plante. Et il y a aussi, donc pour le pôle environnement, la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques par des animations sur le territoire et également des formations. Donc, nous avons un pôle inspection qui comprend la surveillance biologique du territoire en GEVI, donc jardin, espace vert, végétalisé et infrastructure. Donc, ça comprend tout ce qui est organisme réglementé et non réglementé à surveiller. L'animation d'un réseau d'observateurs, donc c'est le public qui est accompagné et qui est formé pour réaliser des signalements. Et puis, il y a aussi des inspections. Donc là, c'est fait par les inspecteurs dont je fais partie. Je suis inspectrice en GEVI. Et dans ces inspections, nous avons des unités épidémiologiques, c'est-à-dire que c'est des catégories. Nous avons les golfs à surveiller, les hippodromes, les villes de plus de 10 000 habitants, les zoos, les aéroports et aussi les ports. Donc, nos partenaires et ceux qui nous financent du coup, c'est France Agrimaire et CTIFL, qui eux vont nous déléguer tout ce qui est passeport phytosanitaire européen. Ça comprend les inspections en pépinière, chez les revendeurs des végétaux particuliers, et aussi les inspections dans les environnements et les pépinières pour le cas des maladies comme la charca, le feu bactérien et bien d'autres maladies. Après, on nous délègue beaucoup de missions, enfin c'est surtout le SRAL-DRAF qui nous délègue énormément de missions, donc en passeport phytosanitaire aussi, mais aussi en SOR. Donc SOR, c'est la surveillance des organismes réglementés et émergents. Donc, c'est des surveillances sur les zones agricoles, les parcelles forestières et les zones non agricoles, comme je vous ai présenté avant pour le GEVI. On fait aussi de l'export. Là, ça va être le contrôle de l'eau de fruits en station et de vergers avant récolte.
et aussi du CMO. Donc là, c'est les contrôles des mesures ordonnées. Cela comprend le suivi de maladies comme la flavescence dorée de la vigne, les gestions de foyers aussi, ou les plans de gestion comme le chancre coloré du platane que je vous parlerai un petit peu plus tard. Donc nous suivons le règlement de santé des végétaux, notamment celui qui a été mis en place de 2016 jusqu'à 2031 pour protéger le territoire de l'Union contre les introductions d'organismes nuisibles qui attaquent les végétaux. Donc il y a un dispositif global de prévention qui est gradué, c'est-à-dire que nous avons des priorités dans les organismes qui peuvent arriver en France ou ceux qui sont déjà en place. Donc les quarantaines prioritaires qu'on appelle occupées, ce sont tous les organismes qui vont attaquer les arbres, qui vont faire de gros dégâts quand ils arrivent en France, notamment comme le capricorne asiatique. Donc le problème, c'est qu'ils attaquent des arbres sains, donc ils font partie des plus dangereux, on va dire, entre guillemets. Ensuite, nous avons les quarantaines, les organismes de quarantaine. Là, par exemple, on a le chancre coloré du platane. Il est déjà arrivé en France, mais comme il fait des gros dégâts sur les platanes, on continue le suivi et on essaye de détruire les foyers quand c'est possible et les stopper aussi. Et après, nous avons tout ce qui est insectes et maladies non de quarantaine et non réglementées. Là, ce sera tout ce qui est pucerons et cochenilles. On fait des suivis, on les surveille tout au long de l'année, mais il n'y a pas d'intervention. Donc, au niveau de la lutte des organismes, donc il y a plusieurs schémas. Alors, au début, on détecte le foyer quand il y a une suspicion avec les analyses de risque. Donc, on va envoyer en laboratoire quand on a un doute. Si le laboratoire nous dit que, en effet, c'est bien l'insecte ou la maladie qu'on suspecte, à ce moment-là, il y a une gestion du foyer par assainissement des végétaux contaminés. Donc, en général, ça dépend les maladies, les insectes, mais il y a destruction de l'arbre atteint et des fois des arbres aux alentours pour éviter une propagation. Et ensuite, on a une réhabilitation et un retour à un état sanitaire sain de la zone. Alors, Jessica, on sait, on le voit aussi qu'avec le changement climatique, les choses évoluent très rapidement et on observe d'ailleurs, hein, vous me dites, certaines espèces qui dépérissent. Donc, quels sont actuellement en Gironde et peut-être voilà plus largement pour le sud-ouest en particulier en Gironde, les risques les plus importants auxquels sont confrontés les arbres aujourd'hui? En effet, il y a plusieurs risques. Bon, déjà, la mondialisation qui va amener de nouveaux organismes exotiques. Et puis aussi l'expansion des espèces nuisibles qui sont déjà présentes en France. Et puis aussi en regardant ensemble le stress physiologique et le stress hydrique par rapport aux arbres. Donc au niveau de notre climat, donc le sud-ouest de la France bénéficie d'un climat semi-océanique. Les hivers sont plutôt doux, mais il peut y avoir de sévères gelées. Les étés sont chauds et orageux et les précipitations sont régulières toute l'année. Là, en ce moment, on le ressent bien. Donc, il faut savoir que la mondialisation du commerce et des plantes et du bois associés au changement climatique sont les principaux responsables des interceptions, des foyers ou invasions d'organismes nuisibles d'origine exotique. Donc, de ce fait, on a beaucoup d'insectes et de plantes qui arrivent chaque année en France, malheureusement. Et pour nos espèces déjà présentes, donc là, on va parler de la processionnaire du pin, comme on peut voir sur la cartographie. Elle progresse de plus en plus vers le nord à cause du changement climatique et il en va de même pour certaines plantes envahissantes. Il faut savoir que pour toutes les espèces d'insectes, il a été déterminé un seuil thermique, c'est-à-dire qu'entre 5 degrés et 9 degrés Celsius, ils sont en début d'activité. Ensuite, entre 18 degrés et 29 degrés Celsius, ils sont en activité optimale pour la reproduction. Et entre 30 degrés et 40 degrés Celsius, ils sont en hyperactivité. Donc, ils vont se reproduire beaucoup plus et on aura des cycles beaucoup plus dynamiques. En fait, on va avoir beaucoup plus d'espèces chaque année. Et après, par contre, quand on est au-delà de 40 degrés à 50 degrés Celsius, on est plutôt dans la torpeur et la mort par la chaleur. Donc, il faut savoir que les insectes, ils s'adaptent très rapidement aux nouvelles conditions climatiques. On l'observe notamment lors de grands froids, ils entrent en hibernation, donc il y a moins de mortalité. Et après, lors de mauvaises saisons, ils vont se mettre en diapause. En fait, c'est un arrêt temporaire de leur activité. Et puis, lorsqu'il va faire trop chaud, ils sont en estivation. C'est une sorte de léthargie pour survivre. Ils bougent plus, en fait. Donc maintenant, on va discuter on va parler du stress physiologique et le stress hydrique des arbres. Donc le stress physiologique, c'est beaucoup observé sur les arbres en ville et c'est souvent causé par les fortes évapotranspirations dues aux réverbérations, au bitume aussi et aux îlots de chaleur en ville. Et aussi au sol compacté et imperméabilisé à certains endroits, ça ne permet pas un développement optimal des racines.
Et puis bien sûr les travaux de voirie qui vont traîner la section de grosses racines, donc qui vont faire pas mal de dégâts sur les arbres. Le stress hydrique, lui, il est plutôt provoqué par la sécheresse du sol et l'atmosphère. L'aridité prolongée aussi, c'est une porte ouverte justement aux maladies et aux insectes qui vont affaiblir les plantes. Et puis ça va aussi créer un ralentissement de croissance de la plante dû à un manque d'eau et une augmentation de salinité du sol due à la sécheresse aussi. Donc là, vous avez des schémas qui reprennent les problématiques actuelles. Donc vous avez ce petit tableau qui a été créé par l'INRA en 2015 à peu près, qui reprend toutes les conséquences du climat sur les arbres. Donc je vous le présente très rapidement. Donc les conséquences positives avec par exemple des moments plus chauds en période d'été seront plutôt en verte. En orange, ce sont les conséquences mitigées et puis en rouge, ce sont les conséquences négatives pour les arbres dans le temps. Donc, par exemple, pour la température aux périodes du printemps, s'il fait plus chaud, on aura un débourrement plus précoce des arbres et c'est un risque plus accru de dommages de gel tardif. Donc, du coup, les principaux bioagresseurs qui touchent particulièrement les arbres en Gironde, on en a 4. Enfin, il y en a plusieurs, mais je vais vous présenter surtout ces 4-là. On a le charançon rouge du palmier, Rhacophorus ferrugineus. Donc, c'est la famille des coléoptères. La femelle va pondre de 200 à 300 œufs à peu près dans un palmier. Donc, ça fait des dégâts assez rapidement. Il faut savoir que tous les œufs ne sont pas viables. C'est-à-dire que les larves entre elles vont se manger des fois. Et aussi, lorsqu'il y a de fortes pluies, il y en a certaines qui peuvent se noyer ou bon, il y a un peu de mortalité. Mais dans l'ensemble, il en reste quand même suffisamment pour tuer le palmier en quelques années, malheureusement. Il faut savoir qu'il est, alors il est plutôt de couleur orange, c'est comme ça qu'on le reconnaît, avec des taches noires. La larve est plutôt dodue blanche, blanche crème, et il fait environ 2 cm de long à peu près, de 1 cm à 2 cm de long. Donc il va attaquer surtout le palmier des Canaries, c'est son arbre préféré, et le palmier dattier, c'est là où on le rencontre le plus. En Nouvelle-Aquitaine, en 2018, à la Tremblade, il y a eu un foyer qui depuis a été totalement détruit sur place. Donc il y a eu du piégeage pour capturer les adultes et pour éviter qu'ils continuent de progresser. Mais depuis en 2022, on en a retrouvé quand même à Vaux-sur-Mer, dans le 17, et aussi dans les Landes, dans le 40. Plutôt en piégeage. Donc on ne sait pas où sont les foyers, mais on continue de faire du piégeage pour essayer d'en capturer le plus possible et éviter qu'ils fassent trop de dégâts aux palmiers des Canaries des environs. Donc au niveau des symptômes, ça va être un affaissement de la tête des palmiers et aussi un désaxement, c'est-à-dire qu'il y a une zone, un endroit sur le palmier qui va être assez dense et l'autre beaucoup moins dense. Et puis on découvre aussi de grandes découpes dans les palmes, bien droites, comme vous pouvez voir sur les photos. Donc c'est comme ça qu'on sait s'il est présent ou non. La période à risque, c'est de mars à octobre. Alors les adultes, on peut plutôt les rencontrer vers septembre-octobre, c'est là où ils volent le plus. Ils sont diurnes, donc plutôt de journée. Et de mars, jusqu'à tout l'été, c'est surtout le développement des larves à l'intérieur du palmier. Donc les méthodes de lutte, il y en a quelques-unes. Déjà le piégeage pour les adultes, avec des phéromones, ça fonctionne pas mal. Et ensuite, nous avons tout ce qui est nématode, qu'il faut pulvériser plutôt sur le dessus de la tête du palmier et qui se trouve en jardinerie ou sur des sites de lutte de biocontrôle. Mais en fonction de l'état du palmier, on ne peut pas toujours le sauver. Il faut vraiment intervenir assez rapidement une fois que c'est détecté. Donc maintenant, nous avons le papillon palmivore, Paysandisia arcon. Donc là, nous sommes sur la famille des lépidoptères, ce sont les papillons. Lui, il va pondre plutôt une centaine à 150 œufs sur les palmiers qu'il va attaquer. Alors, on reconnaît très bien ces œufs parce que ça ressemble à des grains de riz. Vous avez la photo justement sur le diapo. Il est très polyphage. Il va s'attaquer à une vingtaine d'espèces de palmiers. Son préféré étant le palmier de Chine, donc le plus courant et qui est beaucoup planté chez les particuliers. Donc lui, il est arrivé en 2010 sur Bordeaux. Depuis, il a continué son ascension, comme vous pouvez voir sur la cartographie, il ne s'est pas arrêté. La problématique étant que chez les particuliers, des fois, quand ils ont un arbre atteint, ils ne le détruisent pas, donc les larves continuent de progresser, de tuer le palmier et ensuite de faire d'autres papillons qui vont se propager aux alentours. Donc pour le reconnaître, alors déjà, il est assez gros, il fait au moins 10 cm de long, et c'est un très beau papillon. Quand il bat des ailes, ça fait du bruit. Et il a des ailes, enfin les arrières-ailes orange, donc il est assez reconnaissable. Et il est marron aussi. Et donc du coup, pour les dégâts, on voit des trous dans les palmes.
On a les exuvies qui sont leurs chrysalides en fait qui sortent du tronc aussi. On peut retrouver des œufs des fois sur le palmier aussi. C'est un indicateur. Et puis bien sûr, on peut retrouver les larves dans le cœur du palmier si le palmier est attaqué et que vous écartez un peu. Donc le dépérissement du palmier se fait assez vite, hein, 1 an, 2 ans, ça peut dépendre. Pour les plus résistants, peut-être 3 ans. Mais en général, quand il y a une attaque, le palmier ne tient pas trop dans le temps parce qu'il y a beaucoup de larves. Donc elles font de gros dégâts au cœur du palmier. Donc la période à risque de avril à octobre, là le papillon, on le voit voler vraiment tout au long de l'année. Il commence plus vers mai-juin et après les vols terminent plutôt vers septembre. Il va pondre des œufs tout au long de cette période. Et donc les méthodes de lutte, ça va être encore tout ce qui est nématode qu'il faudra asperger sur la tête du palmier. Il y a aussi des filets qu'on peut mettre sur les têtes des palmiers pour éviter que le papillon vienne pondre, mais en général, il pond quand même sur le tronc, donc c'est pas évident de lutter contre lui. Il n'y a pas de piégeage, par contre. Et il faut savoir que pour les nématodes, l'idéal est de traiter plutôt au printemps, parce que c'est la période où la larve de l'hiver a tenu et va commencer à devenir un papillon au printemps, donc plutôt au printemps et ensuite en septembre, parce que la ponte en septembre va devenir une larve et c'est les bonnes périodes à ce moment-là pour traiter. Ensuite, nous avons le longicorne tigre, Xylotresus sinensis. Donc, nous sommes sur la famille des coléoptères, plus précisément des longicornes. La femelle va pondre 80 œufs tout au long de sa vie, comme pour les autres. Donc, les essences d'arbres concernées, ce sont les mûriers platanes. Il est assez récent, il est arrivé en 2018 au Bouscat, sûrement arrivé par bateau, même si on ne peut pas être sûr pour le moment. Il fait de très gros dégâts sur les mûriers platanes qui meurent assez rapidement. Et il attaque des arbres qui sont sains, enfin qui sont un peu fragilisés parce qu'ils sont dans des zones urbaines où ils se développent pas très bien au niveau racinaire, mais qui sont quand même sains. Et donc au niveau des symptômes, on va découvrir de nombreux trous sur l'arbre, plutôt sur les branches ramières au début pour commencer. Et ensuite, si l'arbre est très atteint, les trous seront même tout le long du tronc, donc très visibles. On a aussi des écoulements noirs de sève qui coulent parce qu'en fonction s'il y a beaucoup de larves sous l'écorce, parce qu'elles sont entre l'écorce et l'aubier en général, s'il y a beaucoup de larves sous l'écorce, elles vont justement faire suinter un petit peu l'arbre. Et parfois, surtout l'été, quand elles sont nombreuses à se nourrir, on peut les entendre grignoter dans l'arbre aussi. Donc l'adulte est assez reconnaissable, il ressemble un peu à un frelon, il a des couleurs de guêpe, de frelon. Et il est diurne, donc on le voit plutôt de journée sur les arbres, mais il est assez discret en général, même si des fois on peut l'apercevoir. C'est une espèce univoltine, c'est-à-dire qu'il fait un cycle d'1 an. Il ne fait pas d'autres cycles. En tout cas, en France, par rapport à nos conditions climatiques, il ne fait un cycle d'1 an. Donc il va pondre à peu près tout l'été. La larve, elle, va se développer plutôt de octobre jusqu'à février. Elle va rester, on va dire, au frais pour l'hiver. Et ensuite, les papillons, excusez-moi, les longicornes vont sortir à ce moment-là vers mars-avril et après tout le long de l'été. Il est suivi en filière GEVI, en pépinière, en arboriculture et en passeport sanitaire. Parce qu'il y a peut-être des risques sur tout ce qui est malus, donc les pommiers et les pyrrhus, les poiriers aussi. Et il pourrait se développer en vigne, mais ce n'est pas encore sûr et des études sont en cours. Donc maintenant, nous avons le tigre du chêne, Corytchusa arcuata. C'est un hétéroptère, c'est-à-dire c'est la famille des punaises. Il va attaquer tout ce qui est tous les chênes. Il n'aime pas trop les Quercus suber et les Quercus ilex, donc les chênes lièges et les chênes verts. On le verra un peu moins dessus. Il est en général sous les feuilles des chênes où il va se nourrir de la feuille et du coup il y aura une dépigmentation au cours de la saison. C'est pour ça qu'on voit, comme vous pouvez voir sur la photo du haut, les chênes qui vont changer de couleur au cours de la saison. Bon, pour le repérer, ça c'est facile, il suffit de soulever une feuille et là vous verrez des points noirs, ça va être tous ces œufs. Et puis en général, il y a des adultes aussi qui restent posés sur la feuille. Donc vous pouvez voir la photo en bas et aussi au milieu. Et quelques larves aussi. Donc lui, il va être très présent d'avril à septembre et on le voit beaucoup plus même en septembre parce que là, tous les chênes sont décolorés, donc on sait qu'il est présent sur cette zone-là. Il a commencé à être détecté à Pau en 2018. Depuis, il s'est propagé un peu partout, comme vous pouvez voir sur la cartographie. Le problème, c'est que c'est une espèce
qui est un peu autostoppeuse, c'est-à-dire que comme il est très léger et tout petit, parce qu'il fait 2 mm à peu près, 2 à 4 mm, il va se poser sur les gens quand ils descendent à une aire d'autoroute, et ensuite ils vont les trimballer sur la prochaine aire d'autoroute. Donc c'est pour ça qu'il s'est propagé très très vite en très peu de temps. Donc les méthodes de lutte, là on est aussi sur les nématodes et les œufs de chrysope, parce que tout ce qui est chrysope va dévorer les larves de punaises. Le problème est qu'il y a tellement de quantité de tigres de chêne qu'on ne peut pas vraiment le stopper, on peut juste réduire ces populations si on fait des lâchers. Donc les bioagresseurs qui peuvent arriver dans l'avenir, donc nous surveillons donc tout ce qui est occupé, ce sont les organismes qui vont faire de gros dégâts sur les arbres et qui du coup sont surveillés de très près. Donc nous avons la nématode du pin. Là, ça va être plutôt un ver microscopique qui est de la famille de tout ce qui est parasite. Donc lui, c'est le monocamus que vous pouvez voir ici, qui va le transporter en fait, il va le contenir. Disons que s'il touche, il mord un arbre qui est atteint par la nématode, il va absorber la nématode, et ensuite quand il va sur un arbre sain, il va déposer en quelque sorte le ver par la création de ces larves en fait, hein, qui auront aussi le nématode à l'intérieur. Donc ce nématode, il va s'attaquer à toutes les espèces de pins, sauf le thuya. Nous faisons assez régulièrement la Fredon de la surveillance sur les palettes, surtout qui viennent d'Espagne, parce que l'Espagne est très atteinte par le nématode du pin. Donc en 2018, il y a eu interception d'une palette en Gironde où il y avait des nématodes de retrouvés dedans. Donc bien sûr, la palette a été détruite. Et puis en 2021, c'était en Deux-Sèvres. Donc les zones à risque, ce sont les Landes, parce qu'il y a beaucoup de pins, bien sûr. Et au niveau des symptômes de la nématode du pin, une fois qu'elle attaque l'arbre, elle va, on va dire, en quelque sorte, couper la sève, la bloquer. Donc du coup, l'arbre va décliner assez rapidement. Donc on peut voir là sur la photo la déclinaison dans le temps, avec le changement de couleur des aiguilles. Et ça peut atteindre assez rapidement des forêts de pins, donc elle est surveillée très activement. Donc ça, c'est son insecte vecteur, comme on dit, c'est celui qui la transporte. Donc lui aussi, il va sur tous les pins, sauf le thuya. Il est beaucoup présent dans les Landes. Et puis au niveau des symptômes, ça va être des trous et des encoches qu'on retrouvera sur le bois des pins. Mais comme c'est en hauteur du bois, il est difficile de savoir s'il est là ou non. La Fredon met en place des pièges chaque année où on capture beaucoup d'adultes qu'on envoie en laboratoire pour vérifier qu'ils ne soient pas déjà atteints par la nématode. Et puis il y a aussi des prélèvements dans les pins dépérissants de bois pour vérifier que la nématode n'est pas présente. Donc maintenant, je vais vous parler du capricorne asiatique. Donc il y en a deux, le Chinensis et Glabripenis. Donc c'est la famille des coléoptères. Ce sont des capricornes. Donc eux, ils vont faire des dégâts sur de nombreux feuillus. Leurs arbres préférés sont quand même les érables Negundo et aussi le noisetier. Donc à Royan, on a eu un foyer en 2018, c'était le Chinensis. Le Chinensis, il n'attaque que au niveau, enfin on retrouve les trous au niveau racinaire, alors que le Glabripenis, les trous vont plutôt être au niveau des branches principales et plutôt vers le haut de l'arbre, vers le haut-pied. Donc, il faut savoir qu'une fois que l'arbre est atteint, on le détruit pour pas que l'insecte se propage sur la zone. Donc, à Royan, le foyer a été détruit. Il y a eu des équipes cynophiles avec des chiens qui sont entraînés pour reconnaître l'odeur des insectes, qui ont aussi récupéré, voilà, les derniers individus. Donc, il y a vraiment plus aucun foyer sur Royan. Et il y a des surveillances quand même qui sont faites par les inspecteurs chaque année pour vérifier que tout est bon. Donc au niveau des symptômes, donc voilà, comme je vous expliquais, ce sera de nombreux trous. On a aussi des fois des dégâts sur les branches des adultes qui vont manger un petit peu les rameaux, et puis un peu de sueur sur le sol. Ça, ce sont les principaux symptômes. Donc au niveau de la période à risque, on peut les observer de avril à octobre. Et là, c'est pareil, la larve va passer l'hiver dans le tronc, et puis sortira plutôt en adulte au printemps et en été. Donc, en méthode de surveillance, il y a des inspections qui sont faites par les inspecteurs dans tous les espaces verts pour vérifier que tout est bon, surtout sur les arbres touchés. Le scarabée japonais, Popillia japonica, donc lui, c'est un petit scarabée qui va pondre pas mal d'œufs, aussi une centaine. Il va plutôt pondre dans le sol. Les larves vont manger tout ce qui est graminé, donc il peut faire des dégâts terribles sur tout ce qui est gazon. C'est pour ça que depuis quelques années, nous surveillons les golfs et les stades. Donc il attaque, l'adulte en tout cas, attaque 300 espèces, c'est-à-dire qu'il va manger les feuilles des arbres. Donc comme vous pouvez le voir sur la gauche,
La feuille est en dentelle, il ne laisse vraiment il mange presque tout et il le laisse en forme de dentelle. Donc ses arbres préférés sont quand même les tilleuls, mais ensuite il a tout un panel de feuillus. Donc en France, il n'a pas été détecté, mais en 2018, il est arrivé en Italie. Ensuite, il a migré jusqu'à la Suisse. Et maintenant, la dernière détection, c'était à Bâle en 2021. Donc comme il est pas très loin de la frontière France, on surveille par du piégeage, enfin les Fredons surveillent par du piégeage et essayent de l'intercepter et éviter sa propagation en France. Donc voilà. On peut le voir de avril à novembre. Les adultes vont voler surtout l'été. Et pour la surveillance, donc, comme je vous ai dit, ce sont des pièges à phéromones qui ont une odeur de fleurs qui vont les attirer et que l'on met tout au long de l'été pour vérifier qu'ils ne soient pas encore arrivés dans notre région. Ensuite, nous avons Xylella fastidiosa, qui est une bactérie qui va être transmise par des insectes suceurs de sève, donc comme les cicadelles, les cercopes et les cigales. En fait, elles vont piquer les oliviers, par exemple, et elles vont transmettre cette bactérie. Donc, c'est la bactérie qui tue le plus d'oliviers actuellement donc en France à certains endroits. Il faut savoir qu'elle attaque toutes les plantes méditerranéennes, mais qu'il y a aussi des sous-espèces de Xylella qui sont moins dangereuses, comme multiplex, poca, et bien d'autres. Et celles-ci, elles sont spécialisées. Par exemple, le multiplex va attaquer que tout ce qui est vigne. En fait, elles sont toutes spécialisées, donc on essaye de surveiller un petit peu tous les secteurs. Et donc, vous avez la cartographie qui représente les endroits où déjà Xylella est présent, avec ses sous-espèces. Au niveau de ces symptômes, c'est très difficile de le reconnaître parce que ça pourrait être un champignon ou une maladie qui crée des dégâts foliaires. Donc on se retrouve avec des brûlures, des sortes de dessèchements sur les feuilles et l'arbre ou la plante va mourir assez rapidement. Très difficile de savoir si c'est Xylella ou pas. L'idéal est toujours d'envoyer au laboratoire et de faire un prélèvement. Donc maintenant, nous allons parler des bioagresseurs classés en OQ, donc organismes de quarantaine. Donc le chancre coloré du platane, Ceratocystis platani, c'est un organisme de quarantaine, donc c'est un champignon qui a des spores très très volatiles et qui peut se propager très rapidement. Donc les travaux de voirie, tout ce qui est élagage et intervention des entreprises itinérantes en France, s'il n'y a pas de désinfection des outils, on peut propager la maladie qui actuellement par exemple est sur le canal du Midi très rapidement dans les autres régions. Donc il est très important de désinfecter les outils lors de la taille des platanes. Ça attaque tous les platanes, toutes les espèces. Et il y a eu plusieurs foyers en Nouvelle-Aquitaine, le Temple-sur-Lot, il y a eu aussi Audange et Arcachon. Et toutes ces zones sont surveillées, surtout les foyers de Arcachon et Audange sont surveillés chaque année pour vérifier qu'il n'y ait pas d'autres arbres qui présentent des symptômes. Parce que comme les spores sont très volatiles, des fois il peut rester quelques années sans que ça bouge et dans ce coup un platane va être atteint. Donc au niveau des symptômes, on va avoir des flammes qui seront violettes sur le tronc. Elles sont très reconnaissables, elles remontent vers le haut du tronc et ça fait quand même un violet assez dense avec des fois un pourtour orange. On va avoir l'écorce de l'arbre qui va faire comme un pulse, comme vous pouvez voir sur les photos, et que l'on ne peut pas décoller quand on tire dessus. Alors que normalement l'écorce du platane, enfin ça dépend comment elle est, mais on peut la décoller facilement. Et ensuite, bien sûr, on va avoir une perte de feuilles de l'arbre. Il va décliner assez rapidement et parfois il fructifie énormément. C'est aussi un des symptômes qui nous permet de l'identifier. Donc, au niveau des méthodes de lutte et de surveillance, ça va être tout ce qui est CMO. Donc, c'est les surveillances justement de foyers. Et chaque année, beaucoup de platanes sont surveillées. Même les mairies, de toute façon, les surveillent au niveau des tailles. Alors, on voit qu'il y en a quand même pas mal. Ça peut faire un peu peur. Oui, Mais j'ai réduit en plus, mais oui, oui, ah mais oui, en plus, et qu'il y en a qui ont l'air assez féroces, qui sont pas encore en France, mais bon, on compte sur vous pour ne pas les faire rentrer. oui, bien sûr. Comment on peut faire justement mais pour limiter au maximum la propagation de ces nuisibles dans une gestion de collectivité quotidienne? Quelle conduite est à tenir pour les collectivités et même pour les particuliers, les entreprises de suivi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour un peu vous aider à surveiller ces nuisibles? Alors, très bien. Du coup, je vais répondre à tes questions. Donc déjà, si vous avez une suspicion ou la découverte d'un organisme nuisible, l'idéal c'est de prévenir la DRAF SRAL
Et le cas échéant, nous, Fredon Nouvelle-Aquitaine, surtout si c'est des organismes comme le Capricorne asiatique, qui lui est vraiment un organisme très important. Toujours la DRAF en premier et puis nous après. Et après, vous avez aussi un réseau d'observateurs, donc 150 observateurs, si ça vous intéresse de l'intégrer, qui nous permettent à nous de connaître l'intensité des attaques de certains ravageurs et maladies et plantes invasives sur le territoire. Donc, vous voyez, un grand maillage quand même. Et de détecter, ça nous permet de détecter plus précocement l'arrivée d'organismes émergents, justement, ce qu'on préfère éviter, et de contribuer à la rédaction d'un bulletin d'information, donc celui du GEVI en Nouvelle-Aquitaine, parce que comme ça, en même temps, vous faites vos remontées de photos et puis on peut les mettre en avant dans le bulletin. Donc on suit tous les bioagresseurs, ça peut être aussi la punaise, enfin, ils sont tous importants, mais on met quand même en avant ceux qui pourraient faire de gros dégâts et on prévient de leur arrivée en France. Donc, pour intégrer le réseau, il y a 3 personnes parce que nous gérons pas les mêmes départements. Donc, il y a Sabine Lobé, moi-même et Pauline Deschamps. Nous, on peut vous fournir des outils à votre disposition pour communiquer et puis pour apprendre. Donc, vous avez tout ce qui est fiche SBT que nous fournissons avec les photos des insectes et il faudra cocher à ce moment-là, en fonction de ce que vous observez, s'il y a beaucoup de dégâts, pas forcément trop de dégâts. Et il y a aussi sur les plantes invasives. Et puis après, il y a aussi l'observatoire, excusez-moi, l'observation, le guide pour les jardiniers, qui est très bien, qui est l'édition de 2019. Il est très complet parce que vous allez retrouver tout ce qui est insectes et maladies à l'intérieur et il a beaucoup de pages, donc je vous souhaite bon courage si vous vous mettez à le lire. Après, nous pouvons aussi vous fournir tout ce qui est fiches sur justement les insectes qui risquent d'arriver dans le temps pour anticiper leur venue. Et puis, vous avez des applications de reconnaissance des insectes et des plantes qui marchent très bien, comme Picture Insect et Picturesis. Mais bien sûr, dans le cas d'un doute ou d'une suspicion, n'hésitez pas à nous contacter. C'est quand même important de nous faire remonter l'info, surtout que des fois, il faut intervenir assez rapidement. Donc, quelles actions à mettre en place? Donc, planter des arbres qui s'adaptent au changement, bien sûr, climatique, connaître les essences d'arbres les plus appropriées, expérimenter et observer, et aussi faire attention au niveau de la taille des arbres, parce que plus on taille un arbre et plus ça crée des sortes, on va dire, de blessures qui vont attirer les insectes. Donc, un arbre trop taillé peut être en affaiblissement et attirer des insectes, on va dire. Après, ça dépend lesquels. Les arbres fruitiers ont besoin d'être taillés, hein, bien sûr. Hein, donc, mais les arbres en ville, faire attention. Ensuite, identifier les bioagresseurs et leurs impacts. Donc, l'idéal, c'est de nous faire remonter les informations et surveiller l'arrivée, bien sûr, des nouveaux bioagresseurs sur le territoire. Donc, plus on aura de yeux pour surveiller le territoire, et mieux ce sera, bien sûr. Et puis ensuite, agir tous ensemble. Donc, c'est bien d'impliquer aussi les particuliers dans la démarche parce que des fois, c'est eux qui sont le moins au courant aussi, et même si des formations sont faites et beaucoup de communication, c'est pas toujours évident d'impliquer tout le monde. Donc, je vous remercie pour votre écoute et Merci beaucoup, Jessica.